Bonjour, dans cette vidéo je vais partager avec vous une tentative réussie de réparation automobile via l'impression 3D. Donc en l'occurrence j'avais un souci avec mon pulseur d'air. Le pulseur d'air c'est ce qui permet de générer le flux d'air qui passe dans les aérateurs pour climatiser la voiture. À ceux qui se posent la question, mais pourquoi tout simplement ne pas avoir remplacé le pulseur d'air par une pièce de rechange? J'avais choisi cette voie en premier et j'ai renoncé, vous verrez pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. Donc maintenant on va passer au vif du sujet. Dans un premier temps on va voir la dépose du pulseur d'air, parce qu'on pourra toujours rendre service à des gens qui auraient besoin de faire la même opération sur ce modèle de voiture. Dans un second temps, on verra l'installation de la pièce imprimée en 3D sur le pulseur d'air. Et puis dans un troisième temps, on verra le résultat, on testera la ventilation une fois que tout sera remonté. Alors pour retirer le pulseur d'air sur la C5 II, c'est ici que ça se passe, c'est-à-dire sous le tableau de bord côté conducteur, là où il y a les pédales. Alors la première chose, ici on a un petit rangement sous le volant. D'ici on tire un peu plus fort, voilà, on peut l'enlever. Donc ensuite on a une fermeture quart de tour ici, on en a une autre là-bas, voilà. Ici on a une lampe qui éclaire le pédalier. C'est peut-être pas sur toutes les finitions, là on est sur la finition exclusive, donc je sais pas si c'est monté sur les finitions plus basses. Là il y a un petit connecteur, donc on le retire. Et on va pouvoir sortir ce plastique et on met de côté. Ensuite on a la garniture latérale là à côté de la pédale d'accélération, donc là une seule vis cruciforme à retirer, voilà. Je remets la vis à l'emplacement pour être sûr de ne pas la perdre et de la remettre au bon endroit. Ça c'est une habitude à prendre, hein. Quand vous démontez un truc, vous remettez la vis ou l'écrou au bon endroit pour être sûr de le remettre, de ne pas oublier de le remettre, parce que si je veux remettre ma garniture là, je pourrais pas parce que la vis va gêner, donc je sais qu'il faudra absolument la remettre et puis ça m'évitera aussi de la perdre. Donc voilà, en un rien de temps, on y voit bien plus clair. Donc maintenant, on va retirer ici le coude de ventilation, qui est très facile à enlever. Et maintenant, il va falloir retirer ici le cardan de la direction. Concernant le cardan de la direction, il faut faire très attention parce que il y a une réduction entre le volant et ici l'arbre qui arrive au cardan. On n'est pas en liaison directe avec le volant, il y a des engrenages, ce qui fait que si on fait un tour ici, on ne fait pas un tour de volant, et quand on vient remonter, si on ne remet pas exactement comme c'est, le volant n'est pas droit, mais pas droit du tout, quoi, il est carrément à 90 degrés. Voilà. Donc il faut prendre soin de le remettre comme il était. Donc une clé de 13 pour retirer l'écrou là. Si elle est à cliquer, c'est encore mieux. Alors même une fois que l'écrou est parti, il y a quand même une languette de retenue ici qui permet à la vis là, de ne pas pouvoir s'en aller, même au cas où on perdrait l'écrou, hein, et ça évite qu'on perde le contrôle de la voiture. Donc il faut un peu pousser la languette pour pouvoir sortir la vis. C'est pas facile de filmer dans un endroit exigu comme ça en même temps. Voilà. Là maintenant je vais pouvoir retirer le cardan. J'en profite pour vous montrer l'emplacement du filtre à pollen sur cette C5 II qui se trouve dans la console centrale, donc derrière la garniture qu'on vient d'enlever, là on reconnaît la vis. Ici il y a la trappe qui permet d'ouvrir le filtre à pollen et je vois qu'il faudrait que je m'en occupe parce qu'il y a un peu de saleté à l'intérieur. Voilà, après un petit coup d'aspirateur, c'est tout de suite plus propre. Alors on va continuer notre démontage. Il va falloir retirer la pédale et tout ça, la pédale d'accélérateur ici pour faire de la place parce que le pulseur d'air il est tout là-haut. En passant, je vous montre où est le capteur de pédale de frein qui est ici. Donc là pour vous situer, on a le volant qui est là. Ici on a l'airbag de genou.
Et juste derrière, on a le capteur de pédale de frein avec la pédale de frein ici. Donc quand les mecs ils disent qu'ils changent un capteur de pédale de frein, vous allez voir en combien de temps ils le font. Hein. On déconnecte, quart de tour, et on récupère le capteur de pédale de frein. On en prend un neuf, on le remet, quart de tour, on reconnecte, et le capteur pédale de frein il est changé. Alors si vous avez votre capteur de pédale de frein à changer, et qu'on vous annonce une heure de manœuvre par exemple, vous dites c'est pas la peine de me prendre pour un jambon, il y en a pour même pas 5 minutes à le faire et c'est sans outil. Puisqu'en fait il suffit de démonter les deux quarts de tour que je vous ai montré tout à l'heure, de retirer la garniture pour accéder au capteur de pédale de frein. Donc vous avez vu, on l'a enlevé en 1 minute à peu près, il faut à peu près 1 minute pour le remettre. Changement de capteur de pédale de frein, 1 minute au total. Hein. Donc si on vous facture 1 heure pour faire ça, c'est de l'arnaque. Revenons à notre pulseur d'air donc qui se trouve tout là-haut. Donc je sais pas si on peut l'apercevoir. On peut apercevoir un bout du moteur là. Vous voyez ça? Ici là, je vais essayer de placer la lampe. C'est pas évident. Ça là, là-haut là, c'est le pulseur d'air. Et c'est lui qu'on va faire descendre par là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de la place partout ici pour pouvoir le faire descendre parce qu'il est assez gros. Ici il y a un petit connecteur sur cette version là qui est pas connecté. Donc je sais pas pourquoi, je pense que c'est pour une option qui est pas monté sur ce modèle, ou c'est peut-être pour la version à boîte de vitesse, j'en sais rien, parce que là on est sur une boîte de vitesse automatique. Donc pour démonter la pédale d'accélérateur, on a 3 vis qui la retiennent, une là et une derrière. Je sais pas si on la voit, j'essaye de la voir là ici, voilà. C'est du 10, donc clé de 10, on retire ces 3 écrous et on peut retirer la pédale. Ici il y a le connecteur qu'il faut retirer aussi. Par contre attention, ces vis elles sont pas noyées dans le plastique là. Si on pousse, elle passe au travers et là ça peut être galère, donc faut faire attention à ça. Bon, pour le connecteur de la pédale d'accélérateur là-haut, il suffit de prendre un petit tournevis plat comme ça, de le passer derrière la languette, je sais pas si on voit, mais hop, là il y a une petite il y a le verrou qui est là, hein, donc faut juste l'écarter par là et ça lève tout seul après, hein. Voilà, ça y est. Alors là vous avez encore sur cette version là un fil qui va jusqu'au kickdown de la pédale que vous voyez ici, parce que sous la pédale vous avez un bouton poussoir. Et ce bouton en fait il sert à descendre d'une vitesse quand on écrase la pédale d'accélérateur. Hein, vu que c'est une boîte auto. Donc ce kickdown il a un fil qui remonte à un connecteur qui est un peu plus haut et un peu plus difficile d'accès, mais qu'il va falloir de toute façon retirer. En passant, vous voyez que c'est pas très confortable comme façon de travailler, puisqu'il faut avoir la tête dans le pédalier, hein, avec le dos qui porte sur le seuil de porte. Et donc c'est pas vraiment confortable et au bout d'un moment ça commence à attaquer un peu le dos. J'ai déverrouillé le moteur là du pulseur d'air et je l'ai fait descendre, hein, et il est connecté là, donc vous pouvez voir comment est fait le connecteur. Alors là, il est déconnecté et vous voyez ça tient comme ça. Il faut appuyer sur ces deux parties à la fois là pour le faire sortir. Bon voilà, donc maintenant on va s'occuper de descendre le pulseur. Alors le problème c'est qu'il s'accroche un peu partout. Il faut y aller mollo, essayer de le faire passer. Donc là je vais pas pouvoir ça non plus le faire en tenant l'appareil photo, la caméra, donc je vais le retirer, puis je reprendrai l'appareil photo après. Voilà, notre pulseur d'air est maintenant sorti et vous allez vite comprendre pourquoi je l'enlève. Il est cassé. Alors c'est pas tellement une surprise que ce pulseur d'air soit cassé puisque je l'ai remonté dans cet état. Alors ça nécessite quelques explications parce que vous allez me dire, avoir remonté un pulseur d'air cassé, quelle drôle d'idée. Effectivement. Alors oui, mais j'avais pas le choix, sur le moment j'étais obligé de le remonter comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que j'ai démonté mon pulseur d'air, c'était pour la raison que le moteur ne tournait plus. Donc j'ai démonté le pulseur d'air, j'ai viré cette partie en plastique pour avoir le moteur nu. C'est un moteur Bosch, hein, entre parenthèses, qu'il y a derrière. Et c'était un problème de charbon qui était encrassé avec le collecteur. Là, c'était tout encrassé, donc j'ai tout nettoyé et c'est reparti, le moteur a démarré nickel. Sauf que cette partie-là, la roue à aube, est extrêmement fragile. Donc ça c'est
C'est la marque Behr, hein, B-E-H-R, c'est un équipementier allemand qui fait ça. Et la roue donc est très fragile. Donc ce que j'ai fait, j'ai voulu en racheter un autre, neuf. J'en ai acheté un autre et dans la boîte, il était déjà cassé. Du coup, je l'ai ramené et je me suis fait rembourser. Et ce que j'ai dit alors, parce que j'ai un copain qui travaille dans l'automobile et qui vend de la pièce neuve, donc je lui ai dit, écoute, je vais pas en prendre un autre parce que c'est hyper fragile. J'ai bien vu déjà en remontant celui-là que je l'ai cassé. L'autre est déjà cassé dans la boîte, donc je vais essayer un truc. Et ce truc, c'est d'imprimer en 3D une roue à aubes. Voilà. Parce que, alors, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai fait plusieurs essais hein, avant d'arriver à imprimer une roue à aubes qui fonctionne bien. Enfin, qui réussissent déjà à s'imprimer jusqu'au bout parce que c'est quand même une pièce assez compliquée. Donc j'ai fait quand même quelques essais. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais virer cette roue à aubes et je vais installer ma roue à aubes à la place. C'est pas gagné parce que vous remarquerez que ces roues là, elles sont équilibrées. Voilà, là il y a un petit, enfin, je sais pas si on arrive à le voir, ouais. Là il y a un petit plomb, enfin c'est pas un plomb en fait, c'est un petit bout de tôle qu'ils mettent comme ça sur les aubes pour équilibrer de manière à ce que ça fasse pas de bruit dans l'habitacle. Parce qu'évidemment dès qu'il y a un balourd, ça se répercute dans tout tableau de bord et c'est catastrophique. D'ailleurs là, vu dans les taxés, je peux vous dire que ça fait un bruit d'enfer hein, quand ça tourne. Bon, moi j'ai fait des essais avec ma roue à aubes, elle a l'air d'être pas trop mal équilibrée. Et d'ailleurs je vais vous montrer. Donc là je prends une pige, hein, une pige calibrée. Parce qu'en fait là mon diamètre il fait 7,5 à peu près, hein, brut d'impression. Voilà, donc là ça tourne. Donc je sens pas de vibration moi dans la pige, hein, donc ça devrait être pas trop mal équilibré. Reste plus qu'à la monter, en espérant que quand je vais l'installer, ça va pas m'exploser cette partie-là, que ça va pas fendre le haut de là où il y a l'alésage. La matière, ça c'est du PETG. Faut pas utiliser de PLA pour faire ça parce que le PLA craint la chaleur et dans une voiture, l'été, il fait très chaud. Beaucoup plus chaud que ce que peut supporter le PLA. Le PLA déjà autour de 40-45 degrés, il commence à perdre ses caractéristiques mécaniques. Et donc là, si on met en route le ventilateur alors qu'il est chaud comme ça, qu'il est resté en plein soleil, enfin du moins dans le tableau de bord qui serait exposé au plein soleil d'été, avec la force centrifuge, il va tout se déformer, ça va être une catastrophe. Donc j'ai pris du PETG parce que le PETG ne craint pas la chaleur et ça s'imprime assez bien. Enfin, quand je dis que le PETG craint pas la chaleur, c'est qu'il craint beaucoup moins la chaleur, en tout cas pour cette gamme de température, la température qu'atteint un habitacle de voiture, c'est tout à fait compatible. Bon allez, maintenant je vais retirer cette roue à aubes. Bon, je l'ai affaibli à la scie, maintenant je vais essayer de casser directement le moyeu. Si, je pense que c'est bon, je pense que ça va venir. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à mettre ça maintenant. Vous avez vu comme elles tourneront en fait là tout à l'heure là dans la vidéo, brut de sortie d'impression, ça tourne super bien. Donc là je suis super content, la machine est vraiment précise. Bon, je vais virer tous les copeaux que j'ai fait. Bon, tant qu'on y est, que le moteur est démonté, je vais en profiter pour regarder l'état des charbons parce que j'ai pas envie de recommencer la semaine prochaine. Donc là, il faut faire sauter là enfin du moins il faut tirer sur ces languettes là d'accrochage là. Il y en a 3. Il y en a une là, une là, une là. Donc on tire dessus et le moteur sort. Voilà. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est un moteur Bosch. On arrive à voir là, c'est marqué. Pas facile, hein. Ouais, voilà. Oui, donc c'est un peu crade hein, quand même quand on voit les mains.
Il y a de la poussière de charbon un peu partout. Donc je vais repasser un petit coup de soufflette pour garantir pour nettoyer et que ça se remette pas en panne en un rien de temps. Bon, ça a attendu quasiment 200 000 km pour se mettre en panne, donc ça va pas se remettre en panne tout de suite. Alors les charbons se démontent. Vous voyez comment c'est monté? Il y a deux petits crochets là. Alors avec un petit tournevis, on peut les faire sauter pour retirer le charbon. Attention parce qu'il y a un ressort derrière, donc faut pas qu'il échappe. Qu'est-ce qui va pas là? J'ai pas enlevé. Voilà, donc ça c'est le ressort qui fait pression sur le charbon. Et puis le charbon il est retenu par son fil ici. Alors je sais pas si on le voit bien parce que ça, voilà, on aperçoit qui est soudé directement ici. Donc pour changer le charbon, il faudrait prendre un fer à souder, dessouder, retirer le charbon. Donc si je vous ai fait voir tout ça, c'est pour vous montrer que on peut réparer les choses au lieu de les changer. Dans 99,9% des cas, un garagiste il va pas s'emmerder. Et dans les concessions, etc., ils vont pas s'emmerder, ils vont changer la pièce directement. Hein, bon, c'est pas très bon pour la planète déjà. Et surtout, c'est du gaspillage parce qu'en fait, c'est dans 99,9% des cas, c'est réparable. Et des fois, il n'y a même rien à changer. C'est juste du nettoyage qu'il faut faire. Donc, souvent on entend des gens qui disent ma voiture me coûte trop cher en entretien et tout, c'est de la merde, gna 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 gna. Non, mais le problème c'est que c'est un business, l'automobile, c'est un business, il faut bien le comprendre. Ils en profitent, et si vous n'avez pas un minimum d'intérêt à vous poser des questions et tout, alors effectivement la majorité des gens aujourd'hui ne veulent pas se poser de questions. Hein. Ils arrivent, ils veulent que ça marche. Bah, ok, mais tout ça, ça se paye. Okay. Donc si par contre vous commencez un peu à vous poser des questions, à voir comment ça fonctionne comme ça, et vous verrez que vous faites arnaquer dans 99,9% des cas. Et que vous pourriez très bien vous-même résoudre le problème. Bon, ceci étant dit, je ne vais pas remettre tout de suite le moteur dans son logement parce que je vais installer la roue sur l'axe. Pour ce faire, je vais utiliser une presse et donc je vais appuyer sur l'extrémité de l'axe. Si je remets le carter en plastique, je vais appuyer sur le plastique et ça va mal se passer, il va pas aimer. Hein. Donc je vais mettre le moteur comme ça, avec la roue par-dessus, et je vais appuyer qu'une presse. Le truc c'est qu'il va falloir que j'alaise le trou parce que pour qu'il y ait un serrage suffisant, mais là ça fait 7,5 le trou pour diamètre 8, ça va pas aller. Si j'essaye de l'emmancher comme ça, je vais exploser le moyeu de la roue. Donc il faut que j'essaye de trouver, je vais essayer peut-être 7,8. Ou 7,9 ça serait l'idéal. Bon, j'ai fouillé les fonds de tiroir et j'ai réussi à trouver un forêt de 7,9. Donc j'ai alésé à 7,9. Ça fait 1/10 de serrage à peu près. Et je pense que pour du plastique sur du métal, je pense que c'est bon. Alors j'ai mesuré, ça fait 7,97 de diamètre. Et ça, du coup, ça fait 7,9 environ. Donc ça fait dans les 7 centièmes. Bon, puis la précision de mesure environ entre 1/10 et 7 centièmes de serrage. Je pense que ça devrait marcher. Donc maintenant, je vais aller mettre un coup de presse là-dessus. Bon, bah, je vous présente ma presse maison. Ah, ça, c'est une presse que j'ai fabriquée il y a plus de 20 ans. Donc elle est réalisée avec un cric hydraulique de 3 tonnes. Il y a un balancier et on renvoie sur cette tige. Donc cette presse, elle m'a servi de nombreuses fois. Je m'en sers pour changer les roulements de roues. Elle m'a beaucoup dépanné et elle m'a rien coûté puisque le cric, je l'ai récupéré. Donc aujourd'hui, je vais m'en servir pour installer cette nouvelle roue à aube sur le pulseur d'air. Voilà, ça commence à devenir sérieux. Il faut que ce soit bien droit par contre. Sinon ça risque de mal se passer. Voilà. Allez. C'est bien sérieux là. C'est un peu dur. Hein. J'espère que ça va pas péter. Faut que je l'emmène un peu plus loin, donc je vais mettre un écrou dessus pour pouvoir pousser plus loin.
ça aille trop loin non plus. Ah, on voit, ça y est, l'axe commence juste à ressortir. Je vais y mettre encore un petit coup. Sachant que je pourrais pas le ramener en arrière, hein, donc il faut pas aller trop loin. Regardez, ça tourne super bien rond. On dirait que ça a été usiné, c'est incroyable. C'est nickel. Ça a l'air de vraiment bien tenir. Donc là, je pense que c'est une réussite. Donc maintenant, je vais réintégrer le moteur dans son logement. Le câble, il faut que ce soit bien mis. Et ça y est, c'est remmanché. Ah oui, alors avant de remonter le pulseur, il faut que je vous montre un truc, c'est comment il est monté dans le dans le carter là d'aération. Donc en fait, c'est le même principe que les cocottes minutes. Il y a des crans. On les voit pas bien là. Là, on les voit peut-être un peu mieux. Voilà, avec ça. Là. Et puis, vous l'enquillez, vous tournez et c'est coincé et c'est bloqué, comme les cocottes minutes. Et donc, pour éviter que ça reparte en arrière, ici, il y a une languette qui est souple. Et donc, cette languette, elle passe devant un cran. Quand on tourne, ça la soulève. Et puis, dès qu'elle est passée, pof, elle revient. Et là, on ne peut plus partir. Le moteur ne peut plus repartir en arrière, ne peut plus être démonté. Pour le démonter, il faut, avec le doigt, appuyer comme ça et puis faire pivoter. Voilà, c'est comme ça que c'est monté. Bon, ça y est, il est remis en place. Donc maintenant, on va l'essayer. On va voir ce que ça donne au niveau du bruit. Voilà. Ouais, donc ça lui plaît pas parce que là j'ai déconnecté un certain nombre de connecteurs, donc c'est en défaut, mais c'est pas grave. Alors je suis obligé d'allumer le moteur hein, pour pouvoir mettre en route la ventilation. Allez. Ça marche nickel. Là je regrette de ne pas vous avoir mis le son que ça faisait avant, parce que c'était vraiment énorme comme son. Ça vibrait, ça faisait du bruit, c'était terrible. Là on entend vraiment, enfin c'est un bruit de ventilation normal quoi. Là j'étais à fond en dégivrage. Là on est au maximum. Donc, bon, généralement c'est juste pour le désembeuage qu'on le met comme ça. Sinon voilà, normalement on entend ça. Quand on est en fait en ventilation normale, hein, en principe on est à 3 là, au niveau 3. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, hein, quand la ventilation elle se met à fond que pour le dégivrage et que pour quand la clim se donne à fond pour refroidir le véhicule. Mais sinon une fois qu'on est en ordre de marche normale, on est au niveau 3 en principe. Hein. Et donc là on n'entend rien. Voilà, donc là maintenant on est une semaine après la réparation. Bon, j'aime bien moi faire un petit retour d'expérience sur la durée parce que sur le moment la réparation fonctionne. Est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien au bout d'une semaine? Là maintenant je peux vous répondre. Oui, ça fonctionne toujours aussi bien. Au cours de la semaine, on est quand même monté à plus de 30 degrés à l'extérieur et ça nous a amené à des 45-46 degrés dans l'habitacle au moment où j'ai débauché, comme la voiture est sur un parking voilà, exposé donc au soleil. Et malgré tout, la roue à aubes n'a pas souffert de ces conditions puisque ça fonctionne toujours aussi bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Abonnez-vous aussi hein, si vous vous intéressez au contenu de la chaîne. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà.